Et si une simple photographie ancienne pouvait bouleverser toute une vie? En 1932, dans une propriété de la vallée de la Loire, une jeune domestique de 19 ans a posé pour ce qui semblait être une photo de famille ordinaire. Mais derrière ce cliché se cachait une vérité que personne n'osait nommer. Un secret si lourd qu'il a traversé 3 décennies de silence. Et le jour où la fille de cette servante est entrée, sans le savoir, dans la maison où tout avait commencé, le passé s'est enfin vengé. Restez avec moi. Je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de faits et de émotions bien réelles. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Ici, chaque histoire dramatisée rappelle que derrière les vieilles photos, il y a des vérités humaines, des douleurs silencieuses et des leçons de vie qu'on ne devrait jamais oublier. Cette photographie en noir et blanc montre une jeune femme de 19 ans, les mains posées sur son ventre légèrement arrondi, le menton levé, les yeux durs. Elle ne sait pas encore que dans quelques heures, elle sera chassée de cette propriété. Elle ne sait pas que l'homme au centre de l'image, celui qui se tient si droit dans son costume impeccable, va la rejeter avec une phrase aussi froide qu'un hiver de la Touraine. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi elle sourit sur cette photo, alors qu'elle vient de perdre tout ce qu'elle croyait avoir. Ceci est l'histoire de Jeanne Moreau, une servante qui a sacrifié sa dignité pour protéger sa fille, et d'Élise, cette fille qui, 30 ans plus tard, va confronter l'homme qui a détruit la vie de sa mère. La photographie a été découverte dans les archives de la famille Delorme en 1970, juste avant d'être donnée aux archives municipales de Tours. Mais regardez attentivement ce détail troublant. Bien que Jeanne soit alignée avec les autres domestiques sur la droite, Charles Delorme, le patron au centre, est légèrement tourné vers elle, comme si son corps la trahissait avant que l'histoire ne soit révélée. Personne n'a remarqué ce détail pendant près de 40 ans. Personne sauf Élise, le jour où elle est entrée dans cette propriété pour la première fois. Mais pour comprendre ce moment, il faut revenir en arrière. À 1927, quand Jeanne n'était qu'une enfant de 14 ans, fille de paysans pauvres d'un village près de Tours. Sa mère Lucienne travaillait comme blanchisseuse, les mains rougies par l'eau froide et la lessive, gagnant à peine de quoi nourrir ses 3 enfants. Quand M. Delorme a proposé d'engager Jeanne comme servante interne, Lucienne a pleuré de soulagement. Une bouche de moins à nourrir. Un avenir pour sa fille aînée. Peut-être même une dot si elle se montrait diligente. Les registres du recensement de 1927 confirment l'arrivée de Jeanne Moreau à la propriété Delorme, listée comme domestique interne, 14 ans, sachant à peine lire. Jeanne a appris rapidement. Marcher sans bruit dans les couloirs, servir sans être vue, baisser les yeux devant les maîtres. Elle dormait dans une chambre sous les combles, partagée avec 2 autres servantes. Le travail commençait avant l'aube et se terminait bien après le coucher du soleil. Mais Jeanne était observatrice, intelligente, et cela Charles Delorme l'a remarqué, ce qui allait devenir sa malédiction. Car Charles n'était pas n'importe quel patron. Industriel respecté à Tours, veuf depuis 5 ans, catholique pratiquant en apparence défenseur de la morale publique. Les journaux locaux de l'époque le décrivaient comme un bienfaiteur, un homme qui employait des dizaines de personnes de la région pendant la crise économique des années 1920. Comment une jeune servante de 17 ans aurait-elle pu se méfier d'un homme que tout le monde admirait? Les premiers signes étaient si subtils. Les soirs d'hiver, Charles demandait que ce soit Jeanne qui apporte le thé à son bureau. Il posait des questions sur sa famille, sur ses rêves. Il complimentait son travail, sa discrétion. Pour une adolescente habituée à la dureté de la vie paysanne, ces petites attentions ressemblaient à de la reconnaissance. Jeanne confondait l'attention avec le respect. Et Charles, habitué au pouvoir, confondait le désir avec le droit. C'était 1930, elle avait 17 ans. Lui, 42. Ce qui s'est passé ensuite, les domestiques de l'époque s'en souviennent encore dans leurs témoignages recueillis des décennies plus tard. Des portes qui se fermaient tard le soir. Des regards que Jeanne baissait plus qu'avant. Des silences pesants dans la cuisine où les autres servantes commençaient à chuchoter. Mais personne ne disait rien.
On ne parlait pas contre Monsieur Delorme. Pas si on voulait garder son emploi. Pas si on voulait protéger sa famille. Quand Jeanne a commencé à sentir les nausées matinales, elle a d'abord cru à une maladie. Elle travaillait plus dur pour compenser, serrait son tablier plus fort, refusait de s'asseoir même quand ses jambes tremblaient. Pendant des semaines, elle a réussi à cacher. Mais un corps de 18 ans ne peut pas mentir éternellement. Et quand Madame Perrin, la gouvernante, a remarqué que Jeanne ne pouvait plus lasser son corset, le secret est devenu impossible. La lettre de référence que Madame Perrin a écrite plus tard, conservée dans les archives familiales, est d'une froideur glaçante. Dispensée pour motif personnel. Conduite inappropriée. Aucune mention du père. Comme si un enfant pouvait naître de la faute d'une seule personne. Madame Perrin a amené le cas à Charles, s'attendant à de l'indignation contre quelques garçons du village. Mais la réaction de Charles était trop froide, trop calculée. Il a convoqué Jeanne dans son bureau. Le même bureau où il lui avait offert du thé, où il lui avait souri. Cette fois, il n'y avait pas de sourire. Juste une phrase sèche qui allait briser la vie d'une jeune femme. « Vous avez été imprudente. Il n'y a plus de place pour vous ici. » Jeanne a essayé. Dans un mélange de peur et de dignité, elle a tenté de suggérer qu'il savait la vérité. Le regard qu'il lui a lancé était un avertissement glacial. Si elle insistait, elle serait humiliée, discréditée, peut-être jetée à la rue avec une réputation de menteuse. Dans la France rigide de 1932, une servante accusant son patron n'était pas une dénonciation. C'était une blague cruelle. Mais il y avait eu cette photographie. Le lendemain matin, avant que Jeanne ne parte, le photographe local était venu immortaliser la propriété et ses habitants. Une tradition annuelle. Charles voulait maintenir les apparences jusqu'au bout. Alors Jeanne s'est tenue là, dans la rangée des domestiques, les mains posées sur son ventre qui commençait à montrer, sachant que c'était la dernière fois qu'elle poserait les pieds dans cette maison. Et dans un geste de dignité ou de désespoir silencieux, elle a levé le menton. Elle a regardé l'objectif avec des yeux durs. Parce que même si Charles lui enlevait tout, il ne pouvait pas lui enlever ça. Ce que personne ne savait, c'est que cette photographie allait devenir la clé d'une vérité qui mettrait 30 ans à éclater, et que la petite fille que Jeanne portait ce jour-là finirait par se tenir dans le même salon où l'image était accrochée, face à l'homme qui avait rejeté sa mère. Le lendemain de la photographie, Jeanne a quitté la propriété avec une petite somme d'argent. Officiellement, elle était partie pour conduite inappropriée. Dans le village, les gens chuchotaient. Celle qui s'était perdue, celle qui avait déshonoré sa famille. Lucienne, sa mère, a affronté les regards méprisants pour accueillir sa fille. Elle louait une seule pièce près de la gare de Tours, qu'elle partageait avec d'autres blanchisseuses. Les cartes municipales de l'époque montrent ce quartier ouvrier, démoli dans les années 1980, où des dizaines de familles vivaient entassées dans des conditions difficiles. Jeanne a trouvé un petit logement, un grenier au-dessus d'une cordonnerie. Une pièce avec un lit, une table, un poêle qui fonctionnait mal. C'est là qu'Élise est née en mars 1933. Pas d'hôpital, juste une sage-femme du quartier qui acceptait d'être payée en plusieurs fois. Le registre paroissial de l'église Saint-Julien de Tours confirme le baptême d'Élise Moreau, fille de Jeanne Moreau, le champ père laissé vide. Cette ligne blanche dans le registre était comme une cicatrice officielle, une absence inscrite dans l'encre et le papier. Quand Élise a commencé à poser des questions, vers 4 ou 5 ans, Jeanne a menti. Elle a dit que le père était mort à la guerre. C'était plus facile que la vérité. Plus acceptable socialement. Mais les mensonges pèsent lourd, surtout quand on les répète année après année. Jeanne travaillait comme couturière dans un petit atelier près de la cathédrale, puis comme ouvrière dans l'usine textile Martineau. Les archives de l'usine la mentionnent comme employée de 1934 à 1947, travaillant souvent 12 heures par jour pour un salaire de misère. Élise grandissait en entendant les murmures. À l'école, les autres enfants riaient d'elle, la fille sans père. Lors des fêtes scolaires où les familles étaient invitées, l'institutrice la faisait asseoir à part. Élise rentrait à la maison et demandait pourquoi elle était différente. Jeanne serrait les dents,
et répondait qu'elle n'avait besoin de personne d'autre. Mais dans le silence de leur nuit, quand Élise dormait, Jeanne pleurait en regardant le plafond fissuré. Ce n'était pas seulement la pauvreté, c'était l'humiliation constante. Dans les rues de Tours, des femmes détournaient le regard quand Jeanne passait. Des clientes de sa mère Lucienne annulaient leur commande de lessive parce qu'elles ne faisaient pas confiance à une famille qui avait élevé une fille légère. Lucienne perdait du travail à cause de la faute que sa fille portait seule. La culpabilité rongeait Jeanne plus que la faim. Pendant ce temps, sur la propriété de l'Orme dans la vallée de la Loire, la vie continuait comme si rien ne s'était passé. Charles avait perfectionné son histoire. Une domestique qui avait eu une liaison avec un inconnu et qui était partie. Personne ne posait de questions. Personne n'osait suggérer autre chose. Les journaux locaux continuaient à publier des articles élogieux sur Monsieur Delorme, le bienfaiteur de la région, l'homme qui maintenait l'économie locale en vie pendant les années difficiles. Mais la vérité avait une façon de survivre dans les mémoires. Les anciennes domestiques qui avaient travaillé avec Jeanne gardaient leurs souvenirs. Elles se mariaient, quittaient la propriété, avaient des enfants, vieillissaient, mais elles n'oubliaient pas. Des décennies plus tard, elles raconteraient ce qu'elles avaient vu. Les portes fermées, les regards de Charles, le silence imposé. Ces témoignages, recueillis dans les années 1960 par des associations d'entraide, confirment que l'histoire de Jeanne n'était pas unique. C'était un schéma répété, une violence silencieuse que la société acceptait tant qu'on n'en parlait pas. Puis la guerre est arrivée en 1939. Élise avait 6 ans. L'usine où Jeanne travaillait s'est convertie à l'effort de guerre. Les journées sont devenues encore plus longues, le rationnement encore plus strict. Jeanne cousait des uniformes jusqu'à ce que ses doigts saignent. Elle rentrait après minuit et trouvait Élise endormie sur la table, un bout de pain dur dans la main. Les tickets de rationnement étaient insuffisants. Certains soirs, Jeanne donnait sa portion à sa fille et prétendait avoir déjà mangé. Élise grandissait maigre mais forte. Elle avait hérité de l'intelligence de sa mère, mais aussi de quelque chose de plus dur. Une colère sourde contre le monde qui les traitait ainsi. À l'adolescence, elle a commencé à poser des questions différentes, plus accusatrices. Pourquoi il vivait dans la pauvreté? Pourquoi sa mère avait tout sacrifié? Il y a eu des disputes terribles. Élise reprochait à Jeanne de s'être laissée faire. Jeanne, épuisée, répondait parfois avec une dureté qu'elle regrettait aussitôt. « Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce que c'était. » C'est le curé de la petite chapelle Notre-Dame-la-Riche qui a aidé à apaiser les tensions. Contrairement à beaucoup d'ecclésiastiques de l'époque, il ne jugeait pas Jeanne. Il voyait une mère courageuse qui gardait sa dignité malgré tout. Il a encouragé Élise à étudier, lui a trouvé des livres, l'a aidé à obtenir une bourse pour continuer l'école. Élise excellait en mathématiques. Elle transformait sa colère en ambition. Elle serait quelqu'un. Elle prouverait que sa mère n'avait pas eu tort de la garder. À 18 ans, en 1951, Élise a obtenu un diplôme de comptabilité. Elle a trouvé un emploi dans une coopérative agricole qui aidait les petits paysans à organiser leurs finances. Sans le savoir, elle défendait exactement les gens que des hommes comme Charles exploitaient. Elle aidait les familles à ne pas perdre leurs terres, à comprendre les contrats, à résister aux pressions des grands propriétaires. Jeanne la regardait avec une fierté mêlée de douleur. Sa fille était devenue ce qu'elle-même n'avait jamais pu être. Libre. Respectée. Les collègues d'Élise à la coopérative ne posaient pas de questions sur ses origines. Ils la jugeaient sur son travail, sa compétence. Pour la première fois, on l'appelait Mademoiselle Moreau avec respect, pas avec mépris. Mais il y avait toujours ce vide, ce père absent. Cette histoire que Jeanne refusait toujours de raconter complètement. Élise sentait qu'il y avait plus. Elle visitait parfois sa grand-mère Lucienne dans sa petite maison du village, et les anciens lui disaient des choses étranges. Ta mère travaillait pour des gens importants. Elle a été injustement traitée. Mais personne n'expliquait clairement. Ce que ni Jeanne ni Élise ne savaient, c'est que dans les années 1960, le destin allait les ramener exactement là où tout avait commencé. Charles Delorme vieillissait, son cœur faiblissait. Sa fille Marguerite, plus ouverte d'esprit que son père,
cherchait quelqu'un pour sauver les finances de la propriété familiale. Et la coopérative allait recommander leur meilleur comptable, Élise Moreau. C'était l'automne 1962 quand Marguerite Delorme a contacté la coopérative agricole. Elle cherchait quelqu'un de compétent pour réorganiser les finances de la propriété familiale. Son père Charles était malade, alité la plupart du temps, et les affaires périclitaient. Les registres notariés de l'époque confirment que la propriété Delorme était lourdement endettée, menacée de saisie. Marguerite, 42 ans, célibataire, avait hérité du sens pratique mais pas de l'orgueil aveugle de son père. Elle voulait sauver ce qui pouvait l'être, même si cela signifiait demander de l'aide. La coopérative a immédiatement pensé à Élise. 29 ans, efficace, discrète, spécialisée dans les propriétés rurales. Élise a accepté le travail sans connaître le nom de famille du client. C'était une mission parmi d'autres. Elle ne savait pas qu'elle allait entrer dans la maison où sa mère avait servi, où elle avait été humiliée, où tout avait commencé. Le jour où Élise est arrivée à la propriété, quelque chose en elle a réagi sans comprendre. Le portail de fer forgé, l'allée bordée de platanes, la façade de pierre claire avec ses hautes fenêtres. Son corps se souvenait de ce que son esprit ignorait. Elle est descendue de sa voiture, serviette à la main, et Marguerite est venue l'accueillir. « Mademoiselle Moreau, bienvenue. Entrez, je vais vous montrer les bureaux. » Le salon était immense, avec des meubles anciens et des tableaux au mur. Élise suivait Marguerite, écoutait les explications sur la situation financière, mais ses yeux ont été attirés par quelque chose. Un cadre agrandi sur le mur du fond. Une photographie en noir et blanc de 1932. Des dizaines de personnes alignées dans une cour. Au centre, un homme en costume. À droite, des domestiques. Et parmi elles, une jeune femme avec les mains sur le ventre. Élise s'est arrêtée net. Son cœur a explosé dans sa poitrine. Ce visage. Elle connaissait ce visage. Elle l'avait vu vieillir pendant 29 ans. Les mêmes pommettes hautes, les mêmes yeux sombres. C'était sa mère, Jeanne. Là, sur ce mur, dans cette maison. « Mademoiselle Moreau, vous vous sentez bien ?» a demandé Marguerite. « Vous semblez avoir vu un fantôme. » Élise a pris une respiration tremblante. « Qui est cette femme, celle avec le tablier ?» Marguerite a regardé la photo. « Ah, une ancienne domestique. Il y a eu un scandale, je crois. Elle est partie avant ma naissance. Mon père n'aimait pas en parler. » Pourquoi cette question? Élise a menti. Simple curiosité professionnelle. J'aime comprendre l'histoire des lieux où je travaille, mais elle ne pouvait plus penser à rien d'autre. Pendant les jours suivants, elle a travaillé sur les comptes, analysé les dettes, proposé des solutions. Mais mentalement, elle était ailleurs. Chaque soir, elle regardait cette photographie avant de partir. L'homme au centre. L'attention de son regard vers la jeune domestique. La main de sa mère sur son ventre. Élise a fait le calcul. 1932. Sa mère avait 19 ans. Elle-même était née en 1933. L'homme dans la photo était assez âgé pour être son grand-père. Ou son père. Elle a commencé à poser des questions. Discrètement. Au jardinier qui travaillait là depuis 40 ans. Aux voisins du village. Une ancienne cuisinière vivait encore près de Tours, dans une maison de retraite. Élise lui a rendu visite sous prétexte de documenter l'histoire locale. La vieille femme avait 75 ans, mais se souvenait parfaitement. Jeanne était une bonne fille, a-t-elle dit. Travailleuse, honnête. Monsieur Charles l'a remarqué quand elle avait 17 ans. On voyait bien ce qui se passait, mais personne ne disait rien. Puis elle est tombée enceinte. Il l'a jetée dehors comme un chien. On savait tous que l'enfant était de lui, mais on ne pouvait rien dire. Si on parlait, on perdait notre place. Elle a baissé la voix. Il y en a eu d'autres, vous savez. Pas seulement Jeanne. Mais elle a gardé l'enfant. Les autres, on ne sait pas ce qu'elles ont fait. Chaque témoignage était un coup de poignard pour Élise. Mais aussi une validation. Ce n'était pas la faute de sa mère. Elle était une enfant exploitée par un homme puissant. Toute la honte, toute l'humiliation que Jeanne avait portée pendant 30 ans était injuste. Élise sentait une rage froide monter en elle.
Cet homme était son père, et il avait détruit la vie de sa mère sans remords. Marguerite a commencé à remarquer le comportement étrange d'Élise. Les longs regards vers la photographie, les questions indirectes sur le passé. Un soir, alors qu'elle travaillait tard sur les comptes, Marguerite a fermé les registres. « Mademoiselle Moreau, je sens qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Cette photo vous trouble. » Pourquoi? Élise a hésité. Puis elle a décidé que le moment était venu. « Madame Delorme, la femme sur cette photo est ma mère, Jeanne Moreau. Elle a travaillé ici de 1927 à 1932. Elle est partie enceinte. Et votre père est mon père. » Le silence qui a suivi était lourd. Marguerite n'a pas nié. Elle n'a pas semblé choquée, plutôt résignée. « J'ai toujours soupçonné, a-t-elle dit doucement. Mon père ne voulait jamais parler de cette période. Quand je posais des questions sur les anciennes domestiques, il changeait de sujet. J'ai compris qu'il cachait quelque chose, mais je ne savais pas quoi exactement. » Elle a regardé Élise avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Je suis désolé. Pour votre mère. Pour vous. » Élise ne voulait pas de pitié, elle voulait la vérité. « Est-ce que votre père est conscient ?» Marguerite a hoché la tête. Il est alité au premier étage. Son cœur est très faible. Les médecins disent qu'il n'a plus beaucoup de temps. Vous voulez le voir? Élise a serré les poings. Elle avait imaginé ce moment différemment. Avec plus de colère. Avec des accusations hurlées. Mais maintenant qu'il était là, elle sentait juste un vide étrange. « Oui, a-t-elle dit, je veux qu'il me regarde en face et qu'il dise la vérité. » L'escalier qui menait à la chambre de Charles était celui que Jeanne avait monté 1000 fois. À 14 ans, portant des plateaux de thé. À 17 ans, appelée par cet homme qui prétendait la respecter. À 19 ans, sachant que c'était la dernière fois. Et maintenant Élise, la fille qu'il n'avait jamais connue, montait ces mêmes marches. Marguerite a frappé doucement. « Papa, quelqu'un veut te voir. » La chambre sentait la maladie et les médicaments. Charles Delorme était allongé, un tube d'oxygène dans le nez, le visage émacié. Il avait 92 ans. Ses yeux ont regardé Élise sans comprendre. Marguerite s'est approchée. « Papa, voici Élise Moreau, la fille de Jeanne. Elle est venue pour des réponses. » Le visage de Charles a changé. La reconnaissance, puis la peur. Il a essayé de parler mais sa voix était faible. « Jeanne » a-t-il murmuré. Marguerite a pris la main de son père. « Papa, c'est le moment de dire la vérité. Tu as menti pendant plus de 30 ans. Cette femme mérite de savoir. » Charles Delorme a regardé Élise pendant un long moment. Dans ce visage de 29 ans, il voyait Jeanne. Les mêmes yeux sombres, la même détermination dans le menton. Il a fermé les paupières comme si cela pouvait effacer la vérité qui le rattrapait enfin. « J'ai été » a-t-il commencé d'une voix cassée. « J'ai été un lâche. » Élise est restée debout, droite, les bras croisés. Elle ne voulait pas s'asseoir. Elle ne voulait pas lui faciliter les choses. « Continuez » a-t-elle dit froidement. Charles a ouvert les yeux. Le tube d'oxygène sifflait doucement. Jeanne était si jeune, 14 ans quand elle est arrivée. Je me suis dit que je la protégeais, que je lui apprenais le monde. Mais je mentais. À elle, à moi-même. Il s'est interrompu, cherchant son souffle. Quand elle est tombée enceinte, j'ai eu peur. Peur que ma réputation soit détruite. Peur de perdre mon statut. Alors je l'ai rejetée. Les mots sortaient maintenant, comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. J'ai dit à tout le monde que c'était sa faute, que c'était un garçon du village. Je me suis convaincu que c'était vrai, que si je n'en parlais pas, cela n'avait jamais existé. Sa voix s'est brisée, mais cela a existé, et je l'ai détruite. Elle et vous. Marguerite pleurait silencieusement à côté du lit. Élise, elle, ne versait pas une larme. Elle avait épuisé ses larmes pendant 29 ans de questions sans réponse. « Vous voulez que je vous dise que je vous pardonne ?» a-t-elle demandé. « Que tout est oublié maintenant que vous avouez ?» Charles a secoué la tête faiblement. « Non, je ne mérite pas votre pardon. Je veux juste que vous sachiez. Si Jeanne vit encore, dites-lui que je lui demande pardon. Pas parce que j'espère qu'elle me pardonne, mais parce qu'elle mérite de l'entendre.
Élise a fait un pas en avant. Monsieur Delorme, je ne suis pas venu chercher un père. Je suis venu chercher la vérité. Et maintenant je l'ai. Elle a inspiré profondément. Ma mère m'a élevé avec une dignité que vous n'avez jamais eue. Elle travaillait jusqu'à s'épuiser pour que je ne manque de rien. Elle supportait les regards méprisants dans la rue. Elle gardait la tête haute même quand le monde la traitait comme une pécheresse. Elle est une héroïne. Vous êtes juste un homme faible qui a choisi son confort plutôt que son devoir. Charles a fermé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues ridées. Vous avez raison, a-t-il murmuré. Élise a continué. Je ne vous pardonne pas en son nom. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais je vous pardonne pour moi, parce que je refuse de porter la haine que vous avez plantée. Je refuse de laisser votre lâcheté empoisonner ma vie. Elle s'est tournée vers la porte. Quand vous mourrez, et je sais que ce sera bientôt, je veux que vous sachiez une chose. Jeanne Moreau a gagné. Elle a survécu. Elle m'a donné la vie et les valeurs que vous n'avez jamais eues. Et moi aussi j'ai gagné. Elle a commencé à sortir, mais Marguerite l'a rattrapée dans le couloir. Attendez, s'il vous plaît. Élise s'est retournée. Marguerite avait les yeux rouges mais la voix ferme. Je ne peux pas défaire le passé. Je ne peux pas réparer ce que mon père a fait. Mais je peux faire les choses différemment maintenant. Elle a pris les mains d'Élise. Je veux que vous sachiez que vous êtes ma sœur. Pas devant la loi peut-être, pas dans les papiers, mais dans la vérité. Élise ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle voulait rejeter cette main tendue. Mais une autre partie, celle qui avait grandi en entendant sa mère parler de dignité et de pardon, comprenait que Marguerite n'était pas responsable des péchés de son père. « Votre père m'a pris mon enfance », a dit Élise doucement. « Il a volé à ma mère ses meilleures années, mais il ne peut plus rien nous prendre. » Marguerite a hoché la tête. « Alors laissez-moi faire quelque chose. Pas de l'argent, je sais que vous ne voulez pas d'argent, mais un symbole. Une reconnaissance. » Dans les semaines qui ont suivi, Élise a continué à travailler sur les finances de la propriété. Charles est mort 2 mois plus tard, en janvier 1963. Son certificat de décès indique insuffisance cardiaque. Il n'y a pas eu de grandes funérailles. Marguerite a insisté pour quelque chose de simple. Dans son testament, déposé chez le notaire de Tours, il y avait une clause étrange. Une somme mise de côté pour réparation à créanciers moraux. Une façon détournée de reconnaître les torts, sans les nommer explicitement. Mais ce n'était pas cela qui importait. Ce qui importait, c'est que Marguerite a proposé quelque chose d'autre. Elle voulait transformer une partie de la propriété en centre de formation pour jeunes femmes des milieux modestes. Un lieu où elles pourraient apprendre la comptabilité, la gestion, des métiers qui leur donneraient leur indépendance. Et elle voulait l'appeler le Centre Jeanne Moreau. Élise a d'abord refusé. C'était trop. C'était étrange. Mais Marguerite a insisté. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Votre mère a été détruite par le pouvoir qu'un homme avait sur elle. Ce centre empêchera que d'autres femmes vivent la même chose. Élise a finalement accepté. Pas pour l'argent, pas pour la reconnaissance, mais parce que c'était juste. Le jour où Élise est retournée voir sa mère, elle a préparé les mots dans sa tête pendant tout le trajet. Jeanne vivait toujours dans le même petit appartement près de la gare de Tours. 69 ans maintenant, les mains déformées par des décennies de travail manuel, mais les yeux toujours vifs. Quand Élise est entrée, Jeanne a souri. « Ma chérie, quelle surprise. Tu as l'air troublée. » Élise s'est assise à côté de sa mère. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. J'ai trouvé ton patron. Charles Delorme. Je sais tout maintenant. » Le visage de Jeanne s'est fermé. « Comment ?» Élise a raconté. La propriété, la photo, les témoignages. Le confrontation. Jeanne écoutait sans interrompre. Quand Élise a terminé, il y a eu un long silence. « Tu n'aurais pas dû », a finalement dit Jeanne. « Maman, tu as porté cette honte pendant 30 ans. Il méritait de dire la vérité. » Jeanne a secoué la tête. Il ne méritait rien, surtout pas de te connaître. Élise a pris la main de sa mère. « C'est vrai. Mais moi, je méritais de connaître la vérité. Et maintenant je sais.
Tu n'as rien fait de mal, c'était lui. Tout était lui. Jeanne a regardé sa fille. Dans ses yeux, elle voyait la force qu'elle avait essayé de transmettre malgré tout. « Il t'a demandé pardon ?» a demandé Jeanne. « Oui. Et qu'as-tu répondu ?» Élise a souri tristement. « Je lui ai dit que tu avais gagné, que tu m'avais donné tout ce qu'il n'a jamais pu donner. La dignité, le courage, l'amour. » Jeanne a inspiré profondément. C'était comme si un poids qu'elle portait depuis 1932 se levait enfin. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste respiré. Comme quelqu'un qui peut enfin clore un chapitre interminable. « Il ne méritait pas de te connaître », a-t-elle répété. « Mais tu méritais de savoir la vérité. » Et c'est pour ça que Élise a compris que sa mère était enfin libre. Les mois qui ont suivi ont été étranges. Élise et Marguerite ont travaillé ensemble pour transformer une partie de la propriété. Pas tout. Juste une aile, celle où les domestiques dormaient autrefois. Ces chambres sous les combles où Jeanne avait vécu de 14 à 19 ans sont devenues des salles de classe. Des jeunes femmes de la région ont commencé à y apprendre la comptabilité, la gestion, des compétences qui leur donneraient leur indépendance. Le centre Jeanne Moreau a ouvert ses portes en septembre 1964. Jeanne elle-même a refusé de venir à l'inauguration. « C'est trop », disait-elle. « Je ne veux pas être célébrée pour avoir survécu. » Mais Élise a insisté pour qu'elle vienne au moins voir une fois. Un dimanche après-midi, elles sont allées ensemble à la propriété. Jeanne n'y était pas retournée depuis cette matinée de 1932, où elle était partie avec une petite somme d'argent et un ventre arrondi. Marguerite les a accueillis avec une simplicité respectueuse. « Madame Moreau, je suis honorée de vous recevoir. » Jeanne a regardé autour d'elle, le portail, l'allée, le patio où la photo avait été prise 32 ans plus tôt. Tout était à la fois familier et complètement différent. Ce n'était plus la maison de sa honte. C'était devenu un symbole de quelque chose d'autre. Elles ont marché dans le patio. Marguerite a montré une petite plaque qu'elle avait fait installer. Sur cette propriété, des femmes ont été injustement traitées. Aujourd'hui, cet espace honore leur dignité et aide les générations futures à vivre librement. En mémoire de Jeanne Moreau et de toutes celles dont les histoires n'ont jamais été racontées. Jeanne a lu l'inscription. Ses lèvres tremblaient, mais elle n'a pas pleuré. Elle a simplement hoché la tête. À l'intérieur, les anciennes chambres de domestiques avaient été transformées. Des tableaux noirs, des bureaux, des étagères de livres. Une dizaine de jeunes femmes y étudiaient. Certaines venaient de familles pauvres, comme Jeanne autrefois. Mais elles ne venaient pas ici pour servir. Elles venaient pour apprendre, pour grandir, pour devenir indépendantes. Marguerite a présenté Jeanne simplement. Voici la femme qui a inspiré ce lieu. Sans elle, rien de cela n'existerait. Les jeunes filles ont applaudi. Jeanne ne savait pas quoi dire. Élise a vu sa mère hésiter puis finalement parler. Quand j'avais votre âge, je pensais que le monde était divisé entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. J'ai appris que c'était faux. Le monde est ce qu'on en fait. Vous avez une chance que je n'ai pas eue. Utilisez-la, pas juste pour vous. Pour toutes celles qui viendront après. Quand elles sont reparties ce jour-là, Jeanne a demandé à Élise de l'emmener au cimetière où Charles était enterré. Élise était surprise. Pourquoi? Jeanne a souri légèrement. Pour fermer vraiment la porte. Devant la tombe simple, sans grande pierre, Jeanne est restée silencieuse. Puis elle a dit quelque chose que Élise n'a jamais oublié. Tu pensais que tu m'avais détruite, mais tu m'as juste montré de quoi j'étais capable. Et maintenant, même mort, tu continues à servir quelque chose de bon malgré toi. Elle s'est tournée vers Élise. Rentrons à la maison. Les années ont passé. Le centre Jeanne Moreau est devenu une référence dans la région. Les archives locales de Tours conservent des témoignages de dizaines de femmes qui y ont été formées dans les années 1960 et 1970. Certaines sont devenues comptables, d'autres ont monté leurs propres entreprises. D'autres encore ont simplement acquis la confiance nécessaire pour ne plus accepter d'être traitées injustement. Élise a continué à travailler avec Marguerite. Elles n'ont jamais utilisé le mot sœur en public, mais c'est ce qu'elles sont devenues. Deux femmes que le mensonge d'un homme avait séparées et que la vérité avait réunies. Marguerite ne s'est jamais mariée,
Élise, elle, a épousé un collègue de la coopérative en 1967, un homme bon qui a accepté son histoire sans jugement. Ils ont eu 2 enfants. Quand Jeanne est devenue grand-mère, elle a pleuré de joie. Des larmes qu'elle avait gardées pendant 40 ans. Jeanne Moreau est décédée en 1985, à l'âge de 72 ans, paisiblement, entourée de sa fille, de ses petits-enfants, de quelques amis qui avaient partagé sa vie difficile. Aux funérailles, il y avait plus de monde qu'on aurait pu l'imaginer. Les anciennes élèves du centre, les collègues d'Élise, Marguerite Delorme, qui a porté le cercueil aux côtés de la famille. Le curé a dit que Jeanne était une femme qui avait transformé l'injustice en dignité, et que c'était la plus grande victoire possible. La photographie de 1932 n'est jamais allée dans un musée. Elle est restée dans la famille. Aujourd'hui, elle est accrochée dans le salon d'Élise, à côté d'autres photos de famille. Ses petits-enfants lui demandent parfois qui est cette jeune femme au tablier. Et Élise raconte. Pas toute l'histoire aux plus jeunes, juste l'essentiel. C'est ta arrière-grand-mère Jeanne. Elle était très courageuse. Elle a fait des choses difficiles pour que nous puissions vivre mieux. Quand ils grandissent, Élise leur dit la vérité complète. Elle ne cache rien. Ni l'injustice, ni la honte imposée, ni la lâcheté de Charles. Mais elle insiste toujours sur la même leçon. Votre arrière-grand-mère n'a pas été détruite par ce qui lui est arrivé. Elle s'est reconstruite. Elle m'a donné les outils pour me battre. Et c'est ça, son véritable héritage. Le centre Jeanne Moreau a fonctionné jusqu'en 1995, quand les réformes éducatives en France ont changé la structure de la formation professionnelle. Mais son impact a survécu. Des centaines de femmes formées là-bas ont continué à transmettre ce qu'elles avaient appris, l'idée qu'elles méritaient mieux, que leur origine ne définissait pas leur destin, que la dignité n'était pas un privilège de classe mais un droit humain. Marguerite Delorme est décédée en 2003. Dans son testament, elle a légué sa part de la propriété à une fondation qui continue à aider les femmes en difficulté. Elle a demandé qu'une copie de la photo de 1932 soit conservée dans les archives de la fondation, avec une explication complète de son histoire. Pas pour glorifier son père, mais pour rappeler que le silence protège toujours les coupables et jamais les victimes. Élise a aujourd'hui plus de 90 ans. Elle vit toujours à Tours, dans un petit appartement avec vue sur la Loire. Elle reçoit parfois des lettres de femmes qui ont étudié au centre, ou de leurs filles, ou même de leurs petites filles. Elle la remercie. Elles disent que leur vie aurait été différente sans ce lieu. Et Élise répond toujours la même chose. Ne me remerciez pas. Remerciez Jeanne Moreau, une domestique de 19 ans qui a refusé de se laisser détruire, une mère qui a transformé sa douleur en force, une femme qui a prouvé que la vraie victoire n'est pas d'éviter la chute, mais de se relever avec dignité. C'est son histoire. Et maintenant, c'est aussi un peu la vôtre. Sur le mur du salon d'Élise, juste à côté de la photographie de 1932, il y a une autre image, prise en 1964. Jeanne et Élise debout dans le patio de la propriété Delorme, plantant ensemble un rosier. Leurs visages sont sérieux mais apaisés, comme 2 femmes qui ont enfin posé un fardeau trop lourd, comme 2 survivantes qui ont choisi la lumière plutôt que l'ombre. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus importante de cette histoire, que l'injustice ne définit pas qui nous sommes, que le silence des coupables ne doit jamais nous empêcher de dire la vérité, que le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait aux autres, mais une liberté qu'on se donne à soi-même, et que la dignité, une fois conquise, ne peut plus jamais être volée. Cette histoire fictionnelle, inspirée de tant de vies réelles, nous rappelle que la dignité peut survivre à la honte, et que le silence imposé par les puissants finit toujours par être brisé. Elle montre que la vérité peut traverser les générations, et que même ceux qu'on croyait invisibles peuvent laisser une trace lumineuse dans le monde. Parce qu'au fond, la véritable justice n'est pas toujours rendue par les tribunaux, mais par le courage silencieux de ceux qui osent affronter le passé. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Élise, en découvrant ce secret 30 ans plus tard? Pensez-vous que le pardon est une force ou une faiblesse? Avez-vous, dans votre famille, connu des histoires de silence ou de vérité tardive? Écrivez le mot « dignité » dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette histoire.
Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire de vos parents ou grands-parents qui mérite d'être racontée. Peut-être inspirera-t-elle une prochaine vidéo sur cette chaîne. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. Aimez la vidéo, activez la cloche et partagez cette histoire autour de vous. Chaque commentaire, chaque mot, chaque souvenir aide à faire vivre la mémoire et à rappeler que même dans la douleur, il y a toujours une lumière.